Bonjour à tous. Nous voici donc réunis pour cette deuxième partie de guerre, pétrole et radicalisme, où je vous emmène, parce qu'en ce moment c'est difficile de se déplacer, au Moyen-Orient. Ceux qui étaient là la semaine dernière, vous avez suivi le début de la démonstration. En gros, mes propos étaient centrés sur l'État islamique, sur ce qui s'était passé en Irak et en Syrie. Les deux pays sont très liés dans cette affaire. Dans la dernière décennie, les années 10, les années 2010, en commençant par 2011, la guerre en Syrie, et bien sûr ensuite 2014, avec l'apparition publique de l'État islamique, la prise de la ville de Mossoul en juin 2014, et ensuite la plaine de Ninive, donc toute la région qui entoure Mossoul, au nord de l'Irak, en août 2014. Je vous avais expliqué, je ne vais pas revenir dessus évidemment, je crois que Odeya a mis quelque part sur Internet, pour ceux qui avaient manqué cette première partie ou ceux qui souhaiteraient la revoir, l'ensemble de la conférence. Donc, vous pouvez toujours vous y référer. J'avais expliqué comment l'État islamique avait fini par prendre le contrôle d'une zone très importante, à peu près la taille du Royaume-Uni, les 2 tiers de la France, à peu près 1 tiers de l'Irak et la moitié de la Syrie. J'avais expliqué aussi un petit peu comment l'État islamique était arrivé à cette puissance assez considérable, que c'était tout de même très lié à la guerre en Syrie. J'avais expliqué comment, même si on pouvait sans doute parler également de guerre civile en Syrie, très clairement, la guerre était, donc depuis 2011 en Syrie, beaucoup plus qu'une guerre civile, mais une guerre internationale où étaient intervenus des acteurs assez variés, des acteurs régionaux, notamment l'Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie. Et j'avais expliqué pour chacun de ces pays les raisons de leur implication dans cette guerre, et des acteurs plus lointains, notamment occidentaux, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. J'avais expliqué que sur le chaos syrien de cette pseudo-rébellion syrienne, en fait, s'était agrégé une quantité assez importante de mercenaires étrangers, armés et financés par l'étranger, et notamment soutenus activement par tous ces pays que je viens d'évoquer. J'avais expliqué les causes, les raisons pour lesquelles ces pays étaient intervenus. L'Arabie Saoudite, parce qu'elle est en guerre contre l'Iran, et que pour affaiblir l'Iran, la Syrie était une cible de choix, dans le sens où ça cassait l'axe irano-chiite qui va de l'Iran jusqu'au Liban, donc une espèce de couvercle posé sur la péninsule arabique. Le Qatar pour des histoires de gaz, pour punir donc la Syrie, et surtout pour remplacer le dirigeant de ce pays, avoir quelqu'un de plus qatari compatible. Comment les Turcs étaient intervenus aussi massivement. Voilà, je ne reprends pas ce que j'ai dit la semaine dernière, et j'en étais resté à pourquoi est-ce que d'autres pays occidentaux notamment étaient intervenus également. Je reprends donc là. Une fois qu'on aura terminé cette partie sur qui est responsable de ce chaos, pourquoi il y a eu cette guerre, on terminera avec la dimension religieuse. Je vous rappelle que le livre excellent que j'espère que vous êtes procuré entre-temps, Guerre, pétrole et radicalisme, les chrétiens d'Orient pris en étau, donc que j'ai écrit évidemment, sinon je dirais pas qu'il est excellent. Dans ce titre, il y a bien les 3 dimensions: la dimension politique, la guerre; la dimension économique, le pétrole et le gaz; et la dimension religieuse, le radicalisme. Et donc, on parlera un petit peu de la radicalisation de l'islam aujourd'hui, d'où elle provient, comment est-ce qu'elle peut évoluer. Voilà, sachant qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc on y va tout de suite. Je vous rappelle 2 petits détails techniques. En haut, à droite, vous avez affichage, un bouton affichage. Donc, vous pouvez mettre affichage intervenant. Comme ça, alors soit vous avez un kaléidoscope de
d'une partie des participants, soit vous m'aurez en gros plan, mais surtout je vais vous montrer des cartes, donc ce sera peut-être plus intéressant pour vous. Et ensuite, à la fin, donc d'ici 3/4 d'heure, il y aura un temps de questions-réponses. Pour cela, il faudra les poser par écrit. Vous avez en bas un bouton converser, et donc là, vous pourrez, il y aura à droite une marge, une zone texte, vous pourrez écrire vos questions. Pourquoi les États-Unis ont visiblement soutenu également ce chaos syrien et irakien avec l'émergence de l'État islamique? Alors, première explication, ce que les États-Unis font au Moyen-Orient, c'est quand même souvent lié à un de leurs alliés principaux, évidemment l'État d'Israël. Alors, Israël sera resté assez discret dans ce conflit, même si on sait qu'ils ont été à plusieurs reprises bombarder la Syrie au moment où les groupes islamistes, notamment l'État islamique ou le Front al-Nosra, qui je le rappelle est Al-Qaïda en Syrie, au moment où ces groupes étaient vraiment en mauvaise posture, ils ont reçu un soutien aérien israélien, et aussi il y a eu pas mal de combattants islamistes de ces factions qui ont été soignés par des opérations d'exfiltration de soldats blessés par les forces israéliennes. Alors, c'est tout à leur honneur, hein, ils soignent les blessés quels qu'ils soient, c'est très beau, mais évidemment, on peut imaginer que leur intervention discrète, encore une fois, a néanmoins eu un impact sur les raisons pour lesquelles les États-Unis se sont manifestés assez lourdement dans ce conflit. Ce qui est assez évident aussi, c'est que les États-Unis sont dans la région depuis très longtemps, vous le savez. Il faudrait remonter aux accords de Quincy avec l'Arabie Saoudite en 1945, qui ont été donc signés pour 60 ans, re-signés en 2005 par George Bush, à nouveau pour 60 ans, mais ils sont également, vous le savez, présents dans toute la région. Ils étaient très proches de l'Iran avant la révolution iranienne, où ils ont été chassés du pays, et ils sont très actifs en Irak, vous le savez, depuis au moins la première guerre du Golfe, avec une propension à détruire ce pays dans le long terme qui est assez effarante. Il y a eu, je le rappelle, un embargo anglo-américain de 91 à 2003. On estime à 500 000 morts, hein, au moins le nombre d'enfants irakiens morts directement à cause de cet embargo. J'en ai parlé la dernière fois. Ensuite, l'occupation américaine de l'Irak de 2003 à 2011. Et ensuite, ça a continué. Ce qui est clair, c'est que il y a eu une volonté de redessiner la carte du Moyen-Orient. Alors, je vous la remontre, justement, la carte que je montrais la dernière fois. Voilà, c'est pas celle-ci, c'est l'autre, où on retrouve le Moyen-Orient avec deux couleurs, hein, la couleur des pays majoritairement sunnites en vert et des pays majoritairement chiites en rouge. Ce qui est certain, c'est que ces frontières, en tout cas des restes de l'Empire ottoman, notamment la Syrie et l'Irak, ont été dessinées par les Franco-Britanniques. Ce sont les fameux accords Sykes-Picot au début du XXe siècle. L'idée des Américains et derrière des Israéliens, c'est de redessiner la région en partant du principe qu'il faut séparer les gens selon leur religion et leur ethnie. Hein. Donc, le multiculturalisme, c'est bon pour l'Occident, mais c'est pas bon pour eux. Alors, c'est ça, je fais une petite parenthèse qui est un peu surprenant. Au Moyen-Orient, les gens avaient l'habitude de vivre ensemble. Alors, ça se passait plus ou moins bien. En l'occurrence, en Syrie, ça se passait même très bien. Les musulmans, les chrétiens, les alaouites, les druzes. En Irak, vous aviez des Arabes, des Kurdes, bon, ainsi de suite. Dorénavant, c'est plus possible. Il faut séparer les gens, créer des zones exclusivement kurdes, donc c'est notamment le Kurdistan au nord de l'Irak, des zones exclusivement alaouites, des zones exclusivement chiites, c'est le sud de l'Irak, ainsi de suite. Donc là, je mélange les ethnies et les religions, hein, puisque je suis passé des Kurdes et des Arabes, là c'est un problème ethnique, à les chiites et les sunnites ou les alaouites, un phénomène religieux. Pendant ce temps, en Occident, où on n'avait pas du tout l'habitude d'être mélangé, on nous impose une espèce de multiculturalisme. Et c'est ça qui est surprenant, parce que les deux choses arrivent en même temps. En tout cas, ce que j'observe, c'est que le résultat est le même. Dans les deux cas, c'est le chaos.
et il faudrait que je puisse, mais on n'aura pas forcément le temps, développer. Il y a tout un chapitre dans ce livre sur la stratégie du chaos qui semble être la nouvelle panacée de la gestion des relations internationales. En tout cas, les Américains avaient comme projet cette carte-ci, vous la voyez j'imagine, où on a un reliquat d'États chiites au sud-est de l'Irak, hein, Bagdad en fait partie. Ensuite, vous avez une zone kurde, vous voyez, au nord de l'Irak avec Irbil et Kirkouk, et qui déborde un peu sur la Turquie. Vous avez à l'ouest, là près de la mer, une espèce d'État alawite, hein, et tout le reste, ça devient sunnite. Alors, il faut savoir que la Syrie est un État majoritairement sunnite, donc à la limite pourquoi pas, et que le nord-ouest de l'Irak est effectivement sunnite, hein, 35% de la population. Donc, en soi, cette carte reflète effectivement la majorité ethnique et religieuse de cette région. Sauf que on s'amuse pas à déplacer les gens et à créer des conflits ethniques et religieux sans conséquences majeures. En tout cas, c'était pratiquement sur le point de réussir, puisque cette carte que vous avez devant les yeux, c'est effectivement le résultat à peu près de l'État islamique en 2016, où ils ont effectivement contrôlé à peu près toute cette région. Donc, vous le voyez, alors il y a une petite anecdote, il n'y a absolument plus d'État chrétien là-dedans. Les chrétiens, c'est vraiment le moindre des soucis des Américains. D'ailleurs, leurs interventions répétées en Irak notamment ont fait que en 2003, il y avait encore 1,5 million de chrétiens en Irak. Aujourd'hui, il en reste 150 000. Ça veut dire qu'en l'espace de 15 ans, donc moins d'une génération, on a 90% des chrétiens de l'Irak qui ont disparu. Alors, évidemment, personne n'a jamais imaginé que les États-Unis travaillaient pour défendre les chrétiens dans le monde. Enfin là, en l'occurrence, c'est non seulement ne pas travailler pour eux, mais vraiment faire en sorte qu'ils aient disparu. Ce n'est pas l'objectif principal, mais en tout cas, comme effet collatéral, c'est assez poignant. Bref, l'État islamique a également été soutenu directement ou indirectement, il faudra développer beaucoup et en débattre, par les États-Unis, mais en tout cas, ils n'ont rien fait pour s'y opposer. On a fait semblant de bombarder la région, hein, et nous aussi d'ailleurs, quelques bombes qui tombaient dans le désert. Mais enfin, je prends juste un exemple. Lorsque l'État islamique a pris Palmyre, donc dans le désert syrien, c'était en 2015, si mes souvenirs sont bons. Ce jour-là, ils ont fait 300 kilomètres en plein jour. Il n'y a pas de forêt tropicale ou même de palmiers pour vous couvrir, hein. La zone est couverte de satellites et de drones, donc on sait exactement tout ce qui se passe, on sait le menu de leur repas. Et là, ils font 300 kilomètres tranquillement pour prendre Palmyre. Personne ne les a bombardés, personne ne les a empêchés de faire ça, alors que au même moment, nous étions censés être en train de les bombarder de manière active, hein, ce qui est tout à fait surprenant. Je passe directement à la France. Alors, la Grande-Bretagne est un petit peu sur la même longueur d'onde. Pourquoi est-ce que nous avons participé à ça ? D'autant que c'est quand même un tout petit peu surprenant. Nous ne sommes pas très loin de cette région. Je vous rappelle, à titre d'illustration, que les migrants sont venus à pied. Alors, dans les migrants, il y avait des Syriens, il y avait des Irakiens, il y avait des Iraniens, des Pakistanais, des Érythréens, tout ce que vous voulez. En général, l'étape intermédiaire, c'était la Turquie. Et donc, vous voyez qu'on est à la frontière de la Turquie. Et ensuite, ils passaient en Grèce et ils sont arrivés en Europe. Donc, créer le chaos dans une région frontalière à l'Europe, on pourrait se demander si c'est vraiment une bonne idée. Vous voyez, on aurait pu faire ça en Papouasie-Nouvelle-Guinée, par exemple. Alors, je n'ai rien contre les Papous, mais au moins, c'est loin. Vous voyez, la probabilité pour que des Papous finissent par migrer jusqu'en France était assez limitée. Pour les États-Unis, le fait de créer le chaos au Moyen-Orient, ils sont quand même assez loin. Vous voyez, il faut traverser toute l'Atlantique quand même avant d'arriver chez eux. Mais pour nous, quel est l'intérêt de créer cette espèce, en tout cas de participer à cette espèce de chaos dans la maison voisine? Vous voyez, d'autant plus que nous avions quand même des responsabilités, des devoirs, notamment vis-à-vis de la Syrie,
qui a été, vous vous en souvenez, un protectorat français. La seule explication que je trouve, c'est une double vassalité, une vassalité vis-à-vis de la péninsule arabique et une vassalité vis-à-vis des Américains. Nous voulons être les meilleurs amis du monde de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes en faillite, nous avons besoin d'être financés, nous avons besoin d'investissements, nous avons besoin de personnes qui rachètent notre dette. Évidemment, ces gens-là ont de l'argent. On souhaite bien sûr leur vendre des armes. Hein. Alors, personnellement, je n'ai rien contre le commerce des armes. La question, c'est jusqu'où on va pour décrocher des contrats. Est-ce qu'il est encore licite, moral, de vendre des armes aujourd'hui à l'Arabie Saoudite qui est en train de détruire le Yémen? Je ne sais pas, je pose des questions. En tout cas, fallait-il, pour remporter des contrats d'armement, en vendre notamment à ces groupes islamistes, Al-Nosra et l'État islamique, rémunérés, donc payés par l'Arabie Saoudite et le Qatar? Je ne sais pas non plus. Enfin, j'ai ma petite idée, hein, a priori non. On prenait la peine de dire que nous ne vendions des armes qu'à des groupes rebelles modérés. Comme je l'ai expliqué la dernière fois, ça n'existe pas. D'ailleurs, les Russes, lorsqu'ils sont intervenus, ont bombardé également les groupes rebelles modérés. On leur a reproché cela et ils ont reconnu, hein, en disant « Ne vous en faites pas, sur les groupes rebelles modérés, nous n'envoyons que des bombes modérées ». En tout cas, ces groupes rebelles modérés, soi-disant, ne servaient que d'écran d'intermédiaire et les armes finissaient bien aux mains d'Al-Nosra, donc Al-Qaïda, hein, et de l'État islamique. Donc, nous avons fait de l'argent sur cette guerre et nous avons essayé de rester amis avec la péninsule arabique. L'autre vassalité, elle est américaine. Hein. En 2003, nous avions refusé d'intervenir en Irak, vous vous en souvenez. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Lorsque les Américains nous disent de les rejoindre pour soi-disant bombarder l'État islamique en Irak et en Syrie, nous le faisons. Comme nous avons suivi sans doute leurs invitations pressantes à nous occuper de la Libye, un pays qui, lui aussi, va beaucoup, beaucoup mieux depuis qu'on s'en est occupé. Bref, on peut imaginer que, pour terminer cette partie, vous l'aurez compris, surtout la dernière fois, les Saoudiens, les Qataris, les Turcs avaient des véritables raisons. Je ne dis pas qu'elles sont bonnes, hein, dans le sens licite ou moralement légitime, mais en tout cas des objectifs économiques, politiques assez poignants pour intervenir. Nous, c'est plus discutable, surtout si on continue en même temps de se parer de la stature moralisatrice du pays des droits de l'homme et qui, donnant des conseils à tout le monde, on aurait mieux fait sans doute de faire profil bas à cette occasion. Donc, nous le voyons, l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne se sont un petit peu ligués pour soutenir ces groupes rebelles, notamment l'État islamique, pour détruire la Syrie, continuer à détruire l'Irak et en profiter pour évidemment changer de régime en Syrie et remettre les choses en ordre, les histoires de gazoducs, mettre la main sur le pétrole syrien, qu'il soit en Syrie ou offshore, c'est-à-dire en Méditerranée, et continuer donc à contrôler cette zone énergétique évidemment centrale dans le monde. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Alors, ça a tout de même un petit peu marché. Hein. Je le disais l'autre jour, il y a eu plus de 500 000 morts en Syrie, 5 millions de réfugiés, 8 millions de déplacés à l'intérieur du pays. Je faisais un petit peu un parallèle avec la France, hein, puisque c'est le tiers de la population française. C'est comme si nous avions eu en quelques années 1,5 million de morts et 8 plus 5, 13 fois 3, non, 8 plus 5, oui, 13 fois 3, 42 millions de Français qui avaient perdu leur logement, qui avaient dû se déplacer soit en France, soit à l'étranger, un pays qui mettra du temps à s'en remettre.
Pourquoi ça n'a pas finalement fonctionné et on ne peut que s'en réjouir, hein, parce que, petite parenthèse, si l'État islamique avait vraiment pris la Syrie, Damas serait tombé. On peut imaginer que 2 semaines plus tard, Beyrouth aussi. Et donc après, qu'est-ce qu'on faisait? Vous voyez, on a un petit peu de mal à comprendre sur le long terme la stratégie de cette opération. Qu'est-ce qui a bloqué le succès de cette opération? Tout d'abord, la résilience de l'État syrien. Nous avions parié que l'État syrien allait s'effondrer au bout de 2 semaines. Ça n'a pas été le cas. Parce qu'en fait, tout simplement, une majorité de la population syrienne a très bien compris ce qui se passait. Les gens sont souvent moins idiots qu'on ne le pense. J'ai pu constater ça dans plein de pays, y compris en Afrique, au fin fond de la brousse. Les gens comprennent très bien les enjeux énergétiques et des stratégies de chaos que nous pouvons mener ou d'autres. C'est assez étonnant. Donc, une véritable résilience de l'État syrien. Ensuite, bien sûr, le support iranien. Je l'avais dit la dernière fois, hein, on est bien sur cet axe irano-chiite et Bachar el-Assad et l'État syrien sont soutenus par l'Iran, ce qui les a évidemment aidés financièrement, puis même militairement, bien sûr, avec des milices iraniennes assez actives et efficaces, expérimentées sur le terrain. Et enfin, bien sûr, l'intervention russe qui va changer la donne. Alors, il est de bon ton et c'est la mode de critiquer les Russes indéfiniment depuis un certain nombre d'années. D'ailleurs, on se demande bien pourquoi, vu que, sans faire l'apologie de Gaulle, on peut imaginer tout de même que cette position d'avoir une position équilibrée entre les États-Unis et la Russie ne peut être que profitable à la France et à l'Europe, et que de vouloir ou d'accepter en tout cas de ne se soumettre qu'aux États-Unis, qu'au bon vouloir des Américains, ne peut qu'être préjudiciable. Pourquoi est-ce qu'on essaye encore de vraiment nous faire détester les Russes? Moi, j'ai ma petite idée. Les États-Unis ne savent plus quoi faire de leur gaz et de leur pétrole. Pour le moment, nous achetons pas mal de gaz russe. Si on pouvait définitivement se fâcher avec les Russes, ça aurait bien sûr un effet d'affaiblissement de l'Europe, en tout cas dans sa capacité à être un petit peu autonome et indépendant des États-Unis. Et surtout, eh bien, on serait obligé d'acheter leur gaz à eux, aux Américains, ce qui coûterait beaucoup plus cher. Et donc là encore, on ne voit pas tellement l'intérêt. Bien entendu, il faudrait des hommes politiques européens, à commencer par français, qui aient un tout petit peu de courage pour sortir de la soumission totale aux États-Unis. Apparemment, ce n'est pas ce dont nous disposons en ce moment. Et quand je dis en ce moment, c'est pas que depuis 2 ans, hein, c'est depuis déjà un certain nombre d'années. En tout cas, le résultat est qu'on continue à nous intoxiquer avec une espèce de russophobie à tout prix, notamment en utilisant cette guerre en Syrie. Or, qu'ont fait les Russes en Syrie? Tout d'abord, ils ont été invités par l'État syrien à intervenir. Donc, en tant que puissance étrangère, à la limite avec les Iraniens, ce sont les seuls qui ont le droit d'intervenir en Syrie. Toutes les autres forces ne sont pas légalement, juridiquement autorisées, à moins qu'il y ait une déclaration de guerre, mais on voit bien elles n'ont rien à faire en Syrie. Les Russes donc, ont été invités, je l'ai dit tout à l'heure, ont rapidement repris les choses en main, se sont mis à bombarder toutes les positions des soi-disant rebelles modérés, de l'État islamique, de Al-Nosra, etc. Ce qui a permis à l'État syrien de reprendre le dessus. Alors, ça a été un petit peu long parce que les Russes ont fait ça calmement, en essayant de limiter les dommages collatéraux. Hein. Parce que si vous voulez, lorsqu'une ville est prise par une force armée occupante, eh bien, c'est très compliqué de reprendre la ville parce que il faut se battre pour chaque rue, pour chaque immeuble, pour chaque étage, pour chaque pièce. Tout est miné, vous avez des snipers partout. Donc, soit ça va prendre beaucoup de temps et vous allez perdre beaucoup d'hommes, soit vous rasez la ville. En fait, pour le moment,
entre ces deux options, on n'a pas beaucoup d'autres idées. Donc les Américains, lorsqu'ils ont voulu régler définitivement la question de Mossoul ou de Raqqa, bizarrement ce jour-là, les journalistes étaient en congé, les caméras étaient éteintes, et ils ont rasé les villes. Mais eux, ils ont le droit parce que, eh bien, ce sont les gentils, comme les Saoudiens ont le droit de raser le Yémen, ça c'est normal, parce qu'ils font partie du camp du bien. Par contre, évidemment, les autres, lorsqu'ils envoient une petite bombe, bah, c'est mal parce qu'ils sont dans le camp du mal. Donc les Russes, malgré tous les efforts qu'ils ont pris pour essayer de limiter, encore une fois, les dommages collatéraux, eh bien, c'était toujours mal. Les grandes villes qu'ils ont reprises ou permises à l'État syrien de reprendre au fur et à mesure, bien sûr, ça a été Homs, ensuite Alep, au nord de la Syrie, et enfin la Ghouta orientale, c'est-à-dire la banlieue est de Damas, où étaient concentrées les forces rebelles. Encore une fois, ils auraient pu raser ces villes et ça aurait pris beaucoup moins de temps. Donc, ils ont fait ça de manière un peu méthodique. Alors, évidemment, lorsqu'on se promène en Syrie, j'y étais encore le mois dernier, vous avez des portions de ces villes qui sont bien détruites. Mais ça a pris du temps et on a fini dans chacune de ces villes d'ailleurs par aboutir à un accord avec les rebelles, donc l'État syrien, qui permettait à ces rebelles de partir en laissant les armes lourdes, mais ils avaient le droit de partir avec leurs armes légères et ça mettait fin au conflit, en tout cas dans la ville. Donc ça a hâté, ça a précipité la fin des bombardements et du chaos sur la région. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est ce qui a eu lieu à Homs, c'est ce qui a eu lieu à Alep, c'est ce qui a eu lieu dans la banlieue de Damas. Et c'est tout à l'honneur des Russes et des Syriens d'avoir réussi à faire cela. Bien entendu, une guerre, c'est jamais propre, il y a des morts, il y a des destructions, mais on peut tout de même pas leur reprocher, pour le coup, le doigté relatif qu'ils ont utilisé pour libérer leur pays. En tout cas, pour reprendre le contrôle du pays en partie. Donc, on en est là. La situation en Syrie est tout de même bien meilleure que ce qu'elle n'était, évidemment, il y a encore 2 ou 3 ans. L'État syrien a repris le contrôle d'une bonne partie du pays. Au mois de mars, j'ai même pu aller tout à fait au sud, à la frontière jordanienne, qui était une région qui était assez interdite d'accès ces dernières années. Reste la grande question de la poche d'Idlib. Donc, on est au nord-ouest de la Syrie, à la frontière turque. Et c'est là que tous ces fameux rebelles qui ont eu l'autorisation de partir se sont réunis, regroupés, et évidemment l'État syrien souhaite en finir définitivement, mais comment gérer cette crise sur cette poche d'Idlib où sont concentrés, encore une fois, beaucoup de rebelles et de mercenaires étrangers encore. Eh bien, on ne sait pas très bien. Cela prendra sans doute du temps. Bien entendu, il y aurait la solution d'éteindre les caméras, encore une fois, et de raser la ville. Mais ce n'est pas de cette manière-là que, visiblement, les Russes ou les Syriens procèdent. Et encore une fois, on ne peut que les en féliciter. Bref, on se retrouve, on va dire, 9 ans après le début de la guerre en Syrie et 6 ans après cette prise de contrôle assez massive de l'État islamique de la région, avec un échec apparent de cette opération. D'ailleurs, les forces occidentales sont en train, ou ont quitté déjà assez massivement la région, y compris les forces françaises en Syrie et en Irak, en tout cas la plupart. La difficulté, c'est que sans doute des poches résiduelles de l'État islamique qui n'a pas totalement disparu vont repartir à l'offensive, mais s'il n'y a plus le soutien massif de tous ces pays que j'évoquais tout à l'heure, on les voit difficilement reprendre tout de même le contrôle de la région qu'ils avaient auparavant. Et donc, on restera dans une espèce de semi-état chaotique dans la durée, ce qui est évidemment tout à fait regrettable.
Je vous propose, parce que le temps passe, de passer à la dimension religieuse maintenant. Alors, la dimension religieuse, je l'ai déjà un peu évoquée. On a parlé des sunnites, on a parlé des chiites. Vous avez la carte sous les yeux avec les alaouites également. Je repasse à l'autre carte avec cette distinction assez claire de la zone entre les pays majoritairement sunnites ou majoritairement chiites. Mais ce qui est intéressant tout de même, me semble-t-il en tout cas, puisque le sujet, encore une fois, c'était l'État islamique, de tout de même ne pas occulter la dimension religieuse de cette opération. L'État islamique s'appelle l'État islamique. Ce n'est pas moi qui l'ai baptisé de la sorte. Les médias occidentaux utilisaient souvent le mot Daesh. Bon, très bien, c'est un acronyme arabe. Si on veut parler en arabe, pourquoi pas. Mais moi, j'ai toujours eu l'impression que c'était pour camoufler le fait que l'État islamique était un État islamique. Et en l'occurrence, sur le territoire qui était contrôlé par l'État islamique, ils ont fait régner l'islam radical, qui est en fait celui de l'Arabie saoudite. On est totalement dans une version wahhabite de l'islam, c'est-à-dire une version radicale de l'islam sunnite. Et en réalité, il n'y avait à peu près aucune différence entre l'État, entre la pratique religieuse préconisée par l'État islamique et celle que nous pouvons observer en Arabie saoudite. Je précise d'ailleurs au passage que pendant ces années-là, il y avait plus de décapitations en Arabie saoudite que sur le territoire contrôlé par l'État islamique. Alors la différence, c'est un petit peu, bon, en Arabie saoudite, on fait ça au sabre, sur la place publique, et il y a une espèce de protocole tout de même. L'État islamique, il préférait des outils moins tranchants ou moins impressionnants, et puis filmer ça en gros plan. Bon, c'est des différences un petit peu techniques, marginales tout de même, mais le résultat était le même. Cet islam radical, donc préconisé, enfin pas préconisé, imposé par l'État islamique sur son territoire, faisait que, et je le rappelle ce que je disais la dernière fois, beaucoup de musulmans, y compris sunnites, ont préféré quitter cette région que d'être soumis à cet islam radical imposé par l'État islamique. Donc en fait, au départ, c'est déjà une guerre à l'intérieur de l'islam sunnite. Hein. Mais de manière plus large, on retrouve ce conflit à l'intérieur de l'islam entre les sunnites et les chiites, ce qui a beaucoup été développé la dernière fois. Et d'une manière encore plus large, on est en droit de se poser la question pourquoi cet islam se radicalise, pourquoi est-ce que même cette version radicale de l'islam allait jusqu'à séduire à l'étranger. Vous voyez, sur les réseaux sociaux, l'État islamique, Al-Nusra faisait de la propagande pour attirer des djihadistes, des combattants, en leur proposant, encore une fois, cette version radicale de l'islam. Et on sait qu'en Europe, en France par exemple, ce sont les mosquées les plus radicales qui aujourd'hui attirent le plus, qui sont les plus dynamiques. Donc c'est évidemment un petit peu inquiétant. On peut se poser la question d'où vient, ou en tout cas comment expliquer cette radicalisation de l'islam aujourd'hui. Alors, petite parenthèse, l'islam radical, donc je l'ai dit, c'est la version wahhabite, sunnite, donc proposée par l'Arabie saoudite, qui est pratiquée dans une bonne partie de la péninsule d'ailleurs, à des degrés divers. Bien entendu, on pourrait parler de la radicalisation de l'islam chiite aussi, hein, vu qu'en Iran, on est dans une théocratie, une dictature religieuse, avec les ayatollahs qui contrôlent l'ensemble du pays. Donc, on est sur cette radicalisation de l'islam. Est-ce qu'il y a une différence à faire entre l'islam et l'islam radical ? Bien entendu, là, on peut en débattre longuement, chacun a son opinion. Il n'en demeure pas moins que l'islam radical ne fait que revenir au texte et proposer en fait l'intégrité de ce qui est préconisé dans le Coran, les hadiths, la sunna, c'est-à-dire les textes fondateurs de l'islam. Après, on pourrait dire que c'est un
un degré d'application de la pratique, mais y a-t-il réellement une différence entre les deux? Heureusement, aujourd'hui, la plupart des musulmans dans le monde ont une relation peut-être un peu distante vis-à-vis de l'islam. Ils vont pratiquer le ramadan, ça a lieu en ce moment, respecter un certain nombre de règles, connaître quelques prières, mais pas forcément aller à la mosquée toutes les semaines, et surtout être assez éloigné des images de la radicalité de l'islam que l'on a pu observer soit sur le territoire contrôlé par l'État islamique ou même ce que l'on peut observer dans un pays comme l'Arabie saoudite. Il n'en demeure pas moins qu'on est dans cette attraction radicale, enfin, pas moins, hein, mais on est dans une époque où l'islam radical se propage. Et il est intéressant de se poser la question pourquoi. Alors, selon moi, il y a deux causes, enfin, deux groupes de causes, des causes internes et des causes externes. Première cause interne, bien entendu, enfin, ça saute aux yeux, c'est l'investissement massif de la péninsule arabique dans la propagation de l'islam radical wahhabite qu'il pratique depuis plus d'un demi-siècle. C'est-à-dire que les Saoudiens, d'abord, ils continuent, rejoints plus tardivement par le Qatar, ont financé l'exportation de leur vision de l'islam, ce qui a eu comme effet de petit à petit remplacer les pratiques plus inculturées de l'islam qu'on pouvait trouver un petit peu partout. Vous aviez l'islam sénégalais, l'islam marocain, l'islam bosniaque, ainsi de suite. Bon, et on assiste un peu à une wahhabisation de la planète grâce, encore une fois, à la puissance financière des pétrodollars de la péninsule arabique. Autre cause interne, et là malheureusement l'Occident a encore participé, notamment les États-Unis, une espèce de prévalence à systématiquement soutenir les groupes islamistes les plus radicaux. On a soutenu les talibans en Afghanistan contre les Russes. On était tout à fait en faveur de Morsi en Égypte, donc les frères musulmans lorsqu'ils ont pris le pouvoir. Et on a été très déçus, les Américains, les Français, les Occidentaux de manière générale, lorsque Morsi a été démis par l'armée à la demande pressante d'une très importante partie de la population, on en a parlé la dernière fois aussi, pour justement mettre un terme, ou en tout cas pour contrôler l'influence des frères musulmans en Égypte. On l'a vu également, que ce soit directement ou indirectement, on a soutenu ces groupes islamistes radicaux en Syrie et en Irak. Donc là, on a aussi une part de responsabilité, vu que, d'une manière assez systématique, on est plutôt dans le soutien également de ces groupes radicaux islamistes. Donc, on a bien une part de responsabilité également. Alors, comme cause externe, moi, ce que j'observe, je vais un peu vite parce que le temps passe, on est face à une grave crise au sein de l'islam aujourd'hui. Alors, il y a déjà la crise entre sunnites et chiites, bien entendu, qu'on a déjà évoquée, mais ça va plus loin que ça. Et pour moi, elle est triple, cette crise. Une crise d'abord par rapport à la modernité. Les musulmans se rendent compte qu'ils sont complètement déconnectés de la modernité. Ils n'ont rien inventé depuis 1000 ans, si vous voulez. Au début de l'islam, il y a eu une espèce de fécondité culturelle, artistique, etc., qui venait souvent d'ailleurs d'éléments, de substrats culturels qu'ils avaient, dont ils s'étaient accaparés, hein, des territoires qu'ils avaient conquis. Mais bon, pourquoi pas. Mais ensuite, il n'y a plus rien eu. Je veux dire, ce ne sont pas eux qui ont inventé les iPhones, les avions, enfin tout le monde moderne. Je ne fais pas l'apologie de la modernité. Je dis simplement, c'est un constat sur le plan technologique, mais également sur le plan culturel. Lorsqu'on compte le nombre de livres qui sont publiés par le monde arabo-musulman chaque année, enfin, c'est en deçà de ce qu'on peut même imaginer, tellement il n'y a rien, si vous voulez. Et donc, ce constat, c'est une certaine frustration pour eux, évidemment. Et donc, mais c'est une crise, en fait, même pour eux. Ils répondent à cette crise par un retour fantasmé à la gloire des origines, d'où cette radicalisation. Dans le mot radicalisation, il y a le mot radical, c'est la racine, et ils voudraient en fait reproduire ce qui était les débuts de la communauté musulmane à l'époque de Mahomet et de ses premiers compagnons,
D'où l'essor du salafisme aussi, hein, qui est le produit d'exportation du wahhabisme. Salaf sont les anciens, hein, les premiers compagnons de Mahomet. Et donc, cette radicalisation, elle vient aussi en partie de cette tentative de réponse à ce constat de totale déconnexion par rapport à la modernité. Deuxième crise, la mondialisation. La mondialisation, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est si ce n'est une occidentalisation de la planète et plus précisément une américanisation? Alors nous, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est déjà totalement américanisé, mais dans cette sous-culture globale qui se répand dans le monde à travers le soft power, hein, donc Hollywood, Internet, les réseaux sociaux, vous avez cette culture occidentale américaine qui se développe. À l'intérieur de cette culture, il y a des choses que l'on ne peut que regretter, mais il y a aussi des bonnes choses parce que le substrat de notre civilisation occidentale, ça reste le judéo-christianisme. Et on a notamment des notions comme l'égale dignité de tous ou l'égale dignité entre l'homme et la femme qui finissent par être exportées, par répandues dans le monde. Et ça crée évidemment un certain nombre de tensions pour un certain nombre de cultures. Prenez l'Inde, par exemple, l'égale dignité de tous dans un pays qui est dominé par le système des castes, ça n'a aucun sens, si vous voulez. Et du coup, ces valeurs, en fait, chrétiennes au départ, ou judéo-chrétiennes, si vous voulez, sont en train de se diffuser, y compris en Inde, par exemple, même si les chrétiens, c'est 2,5% de la population indienne. Mais il y a un développement de ces idées qui est en train d'imprégner les différentes cultures dans le monde, et ça crée une tension, évidemment, qui se traduit d'ailleurs par un repli identitaire et un repli religieux, en général intégriste, d'où l'essor de l'intégrisme hindou en ce moment en Inde, par exemple. Dans le monde musulman, c'est la même chose, y compris notamment sur l'égale dignité de l'homme et de la femme. Enfin, évidemment, c'est une blague pour eux. Mais ces idées-là se répandent, et là encore, en fait, c'est une crise pour eux, c'est un aveu de faiblesse. Ils réfutent cela, se protègent de cela avec un repli identitaire, un repli religieux sur leurs propres racines, où évidemment il n'est pas question de cela. Sur le marché à Mossoul, on vendait des jeunes femmes comme esclaves sexuelles, et plus elles étaient jeunes et plus elles avaient du prix, y compris des filles entre 8 et 12 ans. Mais évidemment, c'est conforme à la compréhension de la vie de leur fondateur. Après tout, Mahomet a épousé Aïcha lorsqu'elle avait 6 ans et l'a consommée lorsqu'elle en avait 9. Donc, comme il est le beau modèle pour la communauté musulmane, eh bien, on peut imaginer qu'ils ne font que respecter les codes transmis par leur religion. Mais donc, encore une fois, c'est un aveu de faiblesse, une crise, cette crise pour eux de la mondialisation qui se traduit par une radicalisation, une tentative en fait pour eux de répondre à cette faiblesse, cette crise qu'ils traversent. Dernière crise, et je terminerai par là, plus surprenante, l'attraction du christianisme. En fait, de plus en plus de musulmans sont attirés par le christianisme, y compris dans cette région du monde. Et moi, j'en ai rencontré à chacun de mes voyages. C'est absolument étonnant, vu que normalement, on n'a pas le droit de quitter l'islam. Hein. L'apostasie est théoriquement punie de mort. Donc, vous n'avez aucun avantage humain et même totalement un désavantage humain à quitter l'islam. Et pourtant, c'est ce qui est en train de se produire. Je donne juste 2 exemples. Un imam saoudien, il y a quelques années, avait émis une fatwa, donc un avis juridique contraignant, demandant à ce que toutes les églises de la péninsule arabique soient détruites. Alors, c'est assez rapide, hein, il y en a 22, donc il n'y en a pas en Arabie saoudite, mais il y en a dans tous les autres pays de la péninsule arabique, Koweït, Bahreïn, Qatar, les Émirats, Oman, le Yémen. Pourquoi ? Parce que il disait que chaque année, plus de 6 millions de musulmans africains se convertissaient au christianisme. Et que donc, évidemment, c'était insupportable. En Indonésie, le principal pays musulman au monde, le plus grand, je veux dire,
Là aussi, des publicités à la télévision, un petit spot, un dessin animé avec Sauver Mariam. On voit une petite fille musulmane voilée qui se promène dans la rue, qui passe devant une église, qui voit des chrétiens, qui est attirée par eux. Et donc, le slogan, c'est attention, danger, finançons la réislamisation de l'Indonésie. Et donc là encore, on voit bien que c'est une crainte pour eux, c'est une crise pour eux. Vous voyez, alors les chiffres, il faut toujours les manier avec prudence, notamment dans cette région du monde, mais ne serait-ce que par exemple en Iran, on parle de plus de 800 000 convertis au christianisme aujourd'hui. Alors qu'encore une fois, je rappelle que c'est une dictature religieuse et que ce n'est pas du tout une bonne idée de devenir chrétien dans ce pays. Et on observe ça un petit peu partout. Comment ces personnes-là se convertissent? C'est assez étonnant parce que, comme vous pouvez l'imaginer, vous n'avez pas des hordes de missionnaires chrétiens dans ces pays. Deux canaux principaux. Tout d'abord, les médias, notamment via Internet. Vous avez des télévisions, des radios en arabe, en farsi, en turc qui émettent sur toute la région et qui ont un impact. Et deuxième canal, plus surprenant, les songes. Alors pour nous qui sommes un peu rationalistes en France, c'est un petit peu étonnant, mais moi je connais personnellement des personnes et j'en entends parler à chacun de mes voyages dans la région qui ont eu une expérience spirituelle. Ils ont une sensibilité spirituelle qui est supérieure à la nôtre dans ces pays. Est-ce que nous l'avons perdue ou est-ce que ils l'avaient toujours une dimension supplémentaire supérieure à la nôtre, je ne sais pas. Mais des personnes qui ont vu la Vierge Marie, qui ont vu le Christ, qui ont vécu une expérience spirituelle et qui sont devenus chrétiens comme ça, sans aucune médiation humaine. C'est assez étonnant et c'est une des raisons aussi pour laquelle ils ne veulent plus de chrétiens dans ces pays. Il faut les chasser, donc des chrétiens autochtones, qui étaient là d'ailleurs avant l'arrivée des musulmans, que ce soit en Égypte, en Irak, en Iran, en Arabie Saoudite ou ailleurs. C'est une des raisons également pour cette radicalisation. Comment est-ce que l'islam va évoluer? Je le disais tout à l'heure, une bonne partie des musulmans aujourd'hui gardent un rapport distancé par rapport à leur religion, pratiquent, oui, le ramadan, connaissent un certain nombre de prières, etc. Et c'est la plus grande partie, encore une fois, heureusement. Maintenant, en termes d'évolution, il y a trois options, à mon sens, qui apparaissent. Tout d'abord, la radicalisation. Ça concerne une minorité, heureusement une minorité aujourd'hui, espérons que ça ne se développera pas davantage, mais des personnes sont attirées par une découverte plus radicale de leur religion. Première option. Deuxième option, la sécularisation. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui dans le monde musulman une proportion de personnes qui s'éloignent de l'islam, se rendent compte que c'est plus adapté, en partie sont horrifiés d'ailleurs par les attentats, par les images qu'ils ont vues, perpétrées par des groupes islamistes radicaux, et donc on est sur un phénomène même d'athéisme, vous voyez, à tel point que par exemple en Égypte, vous avez un projet de loi des députés pour criminaliser l'athéisme. Ça veut dire que c'est un mouvement de fond, c'est pas 2 ou 3 personnes qui veulent devenir athées en Égypte. Évidemment, si les gens deviennent athées, c'est la fin de la religion, comme dans n'importe quel pays. Troisième option, la conversion au christianisme, qui aujourd'hui prend des proportions qui sont assez étonnantes. Alors, on n'en parle pas beaucoup parce que normalement c'est tabou, mais c'est quelque chose que, encore une fois, sur le terrain, on peut observer, et même en France. Est-ce que vous savez, par exemple, que 10% des baptêmes d'adultes en France sont des personnes d'origine musulmane? C'est peut-être la pointe de l'iceberg, parce que tout le monde ne va pas jusqu'à la démarche d'un baptême officiel dans l'Église catholique. Chez les protestants, il y en a encore plus, mais c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Bref, je termine parce qu'il faut laisser un petit peu de temps pour les questions-réponses. J'espère que vous avez apprécié ce voyage au Moyen-Orient, en Syrie, en Irak, avec le dessous des cartes un petit peu de l'État islamique, de son apparition, des différents acteurs qui ont participé pour des raisons politiques, économiques ou religieuses. Le résultat, évidemment, c'est un grand chaos, malheureusement, pour ces pays. Je ne saurais que vous inviter à vous rendre en Syrie dès que le confinement sera terminé. C'est un pays qui est charmant. L'Irak, ça reste un petit peu compliqué, même si au nord, au Kurdistan, c'est tout à fait possible. Et bien sûr, à aller visiter les autres pays. L'Iran, il faut y aller. C'est un pays magnifique également.
Enfin, je ne vais pas faire la liste des pays que vous avez devant les yeux sur la carte, mais dès que Odeya aura repris ses voyages dans la région, n'hésitez pas, ça sera évidemment le moment d'y aller. Je vous remercie encore pour l'intérêt que vous avez porté à cette conférence à distance. Et j'espère, pourquoi pas, vous rencontrer un jour si l'occasion se présente lors d'un voyage au DEA ou dans d'autres circonstances. En tout cas, merci à vous tous, bon appétit et à bientôt.